Bonsoir, c'est Club de l'actu. Nous vous savons très nombreux devant la lucarne joyeuse pour suivre cette émission. C'est avec le même ravissement que nous vous retrouvons, comme vous pouvez le remarquer. Et nous sommes ici au siège de la cellule de communication du gouvernement où le ministre porte-parole du gouvernement nous reçoit pour cette première émission qui donc va au ministre donc, pour un exercice de bilan à l'orée de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et vous le savez, donc, la Guinée qui chemine vers cette élection présidentielle. Après de longs mois de crise politique, les partis guinéens, mouvance et opposition sont parvenus à un accord politique le 20 août dernier sur les conditions d'organisation de cette élection présidentielle. Qu'en est-il de l'application de cet accord? Quelle garantie pour son respect? Justement, en vue de cette élection, de quel bilan ce gouvernement peut se prévaloir, en tout cas pour à nouveau obtenir l'adhésion des populations. D'autres sujets, bien entendu, seront au menu de cette émission. Pour interroger notre invité, M. Damanta Albert Camara, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Nous avons sur ce plateau M. Talibé Bari, journaliste à City FM La République. Talibé Bari, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et également sur ce plateau, le co-animateur Mohamed Mara, qui n'est plus à présenter, journaliste à Espace FM. Mohamed Mara, bonsoir. Bonsoir. Et nous disons bonsoir à notre invité, monsieur le ministre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ouakar, bonsoir Talibi, bonsoir Mohamed. Première question, Mohamed Mara. Alors, monsieur le ministre, parlant de cet accord de 20 août qui nous a sorti un peu de cette crise, nous l'espérons bien sûr, mais la question fondamentale que l'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui est envisagé côté gouvernement pour sa mise en application, plus spécifiquement sur le volet délégation spéciale? Au-delà de ce qui est prévu, au-delà de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre cet accord, il y a les actes. On vient déjà de poser deux actes majeurs. Le ministre de la Justice a demandé aux différentes parties de désigner leurs représentants dans les deux comités ou commissions qui ont été mises en place. Le ministre de l'administration du territoire a envoyé une lettre très ferme, très précise aux élus, aux représentants locaux du pouvoir pour leur demander de rester dans la neutralité. Donc c'est déjà une mise en œuvre de l'accord, c'est des actes concrets. Et maintenant pour le reste, effectivement, nous avons, nous, gouvernement, en compagnie de l'opposition et des acteurs techniques, notamment de la CENI, un certain nombre d'actions à prendre pour permettre à cet accord de vivre. Et on aurait tort de croire que seul le gouvernement a la responsabilité de faire fonctionner certaines choses, puisque, bien entendu, vous le savez, en principe, seule la CENI est chargée de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions qui ont été prévues dans cet accord. Bien entendu, on a pris le soin d'y adjoindre des experts qui sont désignés aussi bien par le gouvernement que par l'opposition, mais également la société civile. Cet accord est conçu pour que plusieurs acteurs majeurs, influents, soient impliqués dans le processus de manière à ce que ce ne soit pas la seule responsabilité du gouvernement et la seule prérogative du gouvernement, qu'on ne dise pas après que le gouvernement a pu ou n'a pas voulu faire un certain nombre de choses. Mais on se pose déjà des questions parce que l'opposition commence à attirer l'attention sur, il semblerait, l'absence de résultats fiables des dernières élections législatives, donc de 2013. Parce que dans les conditions normales, on doit recomposer ces délégations spéciales, donc les 128 communes concernées, au prorata justement des résultats à la proportionnelle. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vraiment assurer à cette opposition-là que ces résultats sont à la disposition de la CENI et que justement le ministère de l'administration des territoires, lui avec ses cadres techniques, pourront faire son travail d'ici vraiment l'ouverture des campagnes? C'est assez étonnant parce que l'opposition a fait cette proposition, d'abord c'est elle qui a fait cette proposition de recomposer les délégations spéciales et les autres communes urbaines sur la base des élections législatives. Je ne peux pas croire qu'elle ait décidé cela sans être sûre que ces résultats étaient fiables et lui permettraient de le faire. Donc ça me semble assez paradoxal. Toujours est-il que ces résultats existent, c'est ceux qui ont permis de proclamer un certain nombre de maires, d'élus locaux. Je pense qu'ils peuvent être utilisés, il appartient effectivement à l'opposition, qui a ses représentants à la CENI, de les récupérer et de faire le travail en collaboration avec ceux qui sont chargés de mettre en place ces différentes nouvelles structures, on va dire des structures électives au niveau local, tout simplement. Monsieur le ministre, vous parlez de deux actes pris distinctement par le ministre de l'administration du territoire et celui de la justice dans ce sens, mais il y a déjà plus d'une semaine que cet accord a été signé et l'on prétend, on pense que le gouvernement
s'y est préparé bien avant la signature de l'accord, puisqu'il a fallu du temps pour que le président de la République et toute la mouvance y accèdent. Vous ne pensez pas qu'il y a déjà suffisamment de temps perdu quand on sait que la présidentielle, c'est... On ne peut pas nous reprocher de n'avoir agi officiellement que lorsque les accords étaient officiellement signés. Moi, j'ai été très heureux d'entendre l'opposition dire qu'elle n'était pas du tout engagée par le premier rapport d'étape qui avait été signé par le gouvernement, la plupart des témoins. Ça me rappelle une époque où pas très loin, on aurait voulu que le gouvernement soit engagé sur un document qu'il n'avait pas signé. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, nous avons pris des actes parce que nous sommes sûrs que nous sommes d'accord. Mais comme vous le dites, nous avions pris le soin, il y a quelques semaines, nous avions annoncé que nous nous préparions à mettre en œuvre un certain nombre de mesures parce qu'on pensait que nous étions d'accord. C'est peut-être ce qui nous permet de réagir rapidement maintenant et de permettre au ministre de la Justice de convoquer les experts et les participants des différentes commissions et au ministre de l'Administration du Territoire de mettre en œuvre une lettre qu'il avait peut-être déjà rédigée, sachant que l'ancien ministre avait déjà fait ce genre de courrier-là. Donc, on ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas agi vite. Nous avons agi dès l'instant où nous nous sommes mis d'accord et que les accords ont été effectivement signés, donc acceptés par nos amis de l'opposition. 10 jours après, vous ne sentez pas de la lenteur dans la mise en place? De toute manière, nous sommes dans une situation d'urgence et il faut aller vite. Je suis d'accord avec vous. 1 heure de perdu, c'est 1 heure de trop. Il faut aller très très vite. Malheureusement, il y a un certain nombre quand même d'actes et d'échéances qui demandent un minimum de temps. C'est la seule donnée qui est incompressible. Il faut en tenir compte. Mais c'est vrai qu'il faut que nous allions tous rapidement pour mettre en œuvre cet accord. C'est suffisant pour que l'opposition vous accuse déjà de jouer encore la montre. Je crois que l'opposition nous a accusés de tous les maux de la terre sans que cela soit forcément fondé. Je crois qu'on a réagi très vite pour mettre en place ces commissions. Maintenant, nous attendons qu'ils désignent leurs membres. Nous attendons également qu'ils mettent en place ceux qui doivent participer aux différentes délégations spéciales, on va dire délégations spéciales en général, puisque maintenant, il y en a environ 142, c'est ça, 142, et on verra qui perd du temps ou qui n'en perd pas. Justement, à ce niveau, monsieur le ministre, c'est exactement 128, la délégation spéciale. Mais moi, il y a une question qui me turlupine. Puisque les accords ne fixent pas du tout l'échéance, ou en tout cas la date la durée du mandat, justement, de ces délégations spéciales. Alors, qu'est-ce qui est envisagé côté gouvernement quand on sait que nos textes en Guinée, notamment la loi organique, prévoit qu'on ne peut reconduire, disons que 3 mois, une seule fois, donc 6 mois maximum pour les délégations spéciales. Alors, qu'est-ce que ces accords? C'est une question pertinente, c'est une question importante, et je crois que tous les signataires, opposition y compris, doivent pouvoir répondre à cette question. Ce qu'on n'a pas voulu. Le président l'a dit hier, la mouvance n'était pas d'accord sur un certain nombre de points. Mais ça a été fait, il faut l'accepter tel quel, parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays, il y va de ce processus inclusif que l'on veut. Le chapeau de ces articles, de cet article qui prévoit la recomposition des différentes communes, est clair. Les partis conviennent que seules de nouvelles élections communales régleront la question des élus locaux. Ça, c'est ça. Donc, on va dire, ça durera jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections. À mon avis, je ne vois pas comment on peut procéder autrement, à moins qu'un nouvel accord vienne définir une date et préciser quand. Je ne peux pas décider à la place de ceux qui ont signé. En l'absence de précision, tant qu'il n'y a pas de dispositions contraires acceptées par tous, on restera dans ce cas-là jusqu'à ce qu'on ait des élections. Et c'est peut-être mieux comme ça mettra la pression sur tout le monde pour que rapidement, à moins de se retrouver avec une administration locale et des élus locaux sous 2 régimes juridiques différents, avec des légitimités plus ou moins différentes, que tout le monde se mette d'accord et qu'on aille rapidement pour qu'enfin on règle définitivement cette question. Est-ce que justement la classe politique n'est pas là en train de s'entendre pour violer nos textes de loi? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas aller au-delà de 6 mois quand même. Vous vous souviendrez que nous avons été les premiers à dire que cette disposition n'est pas logique, n'est pas cohérente juridiquement. Que le minimum de légitimité qu'ont ceux qui sont en place actuellement, mis à part les 28, doit pouvoir être préservé jusqu'à ce qu'on passe à de nouvelles élections. Maintenant, que voulez-vous que je vous dise maintenant? Ça a été signé, ça a été accepté. Il faut que cela cesse et que ce ne soit pas un précédent pour que désormais, chaque fois qu'il y a un semblant d'impasse, on revienne encore à une table de négociation pour s'entendre, pour, en guillemets, violer la loi. Le seul bémol qu'on peut apporter à cette approche que vous faites, c'est que il y avait un problème déjà de violation de la loi. Dès l'instant où leur mandat était échu et dépassé. Je reste convaincu, mais ça n'engage que moi, qu'ils étaient plus légitimes que ceux qui viendront après. Mais si la paix sociale, si la nécessité d'avoir des élections inclusives nous impose de faire cette petite entorse, il faut penser que
chacun de ceux qui étaient présents ont considéré que c'était nécessaire. L'autre question centrale, on va progresser, c'est forcément la question du fichier électoral. Et les partis ont convenu de nommer des experts électoraux, des experts plutôt pour finalement arriver à l'épuration de ce fichier. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour une application stricte de cette partie de Je crois déjà qu'il faut que les experts en question soient désignés, et ceux de l'opposition, de la mouvance et de la société civile, et qu'ils commencent à travailler. Je ne saurais pas vous dire techniquement comment ça va se dérouler, mais je pense qu'ils sont suffisamment bien outillés en la matière pour pouvoir mettre en place rapidement une méthodologie et travailler en symbiose avec la CENI qui a accepté ce principe-là. Déjà là, on est à la limite de la violation de l'indépendance de la CENI. On est vraiment à la limite, mais bon, chacun a accepté, la CENI a posé sa signature. On a également dit en chapeau à ces dispositions que sans mettre en cause l'indépendance de la CENI, les partis conviennent et dérouler ces différentes mesures. Bon, on espère que ça se déroulera dans la bonne entente. L'accord n'est qu'une étape. C'est vrai qu'en l'absence de mauvaise foi, d'engagement, en l'absence de bonne foi et d'engagement des partis, il est dur à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que, comme vous le dites, il faut que rapidement se mettre en œuvre de bonne foi et qu'on arrive à mettre en œuvre ces vous pensez que le temps joue en faveur du processus, en tout cas d'épuration de ce fichier? Non, le temps ne peut pas jouer. Le temps, si on pouvait avoir plus de temps, on l'aurait fait. Si on avait plus de temps, peut-être qu'on aurait fait les élections communales avant les présidentielles. La question du temps se pose. Quelle raison de plus pour ne pas rentrer dans des débats stériles, aller à l'essentiel, désigner les personnes qui doivent travailler dans ces commissions et rapidement faire le travail. Mais monsieur le ministre, l'audit de ce fichier, est-ce que vous en voyez la nécessité? Parce que le président de la République disait lors de sa dernière conférence de presse que des experts de l'OEF avaient déjà débarrassé le fichier de ce qu'il avait de doublons et de mineurs enrôlés. Est-ce que vous en voyez la nécessité dès lors que le président estime que le travail est pratiquement fait par l'OIF? Oui, il a dit derrière que puisque l'opposition veut quand même qu'il y ait un audit, il sera fait. Et je crois que dès l'instant c'est une exigence de l'opposition et qu'on s'est mis d'accord, on a plus à se poser la question de savoir est-ce que c'est nécessaire ou pas. Est-ce que ça ne laisserait pas douter d'une volonté réelle du pouvoir de faire encore épurer ce dossier? Non. Nous sommes convaincus qu'un audit, vous savez, vous pouvez auditer 10 fois un moteur de voiture. Si vous estimez qu'il y a peut-être un risque encore qui tombe en panne, pourquoi pas? Mais au bout de la 5e fois, vous êtes quand même en droit de vous dire je pense que c'est bon, je peux prendre la route. C'est le cas aujourd'hui. Nous pensons que le fichier tel quel peut y aller avec des corrections qui de toute manière sont prévues, doit pouvoir tenir la route. Maintenant, si on pense que ce n'est pas le cas ici, ça permet de rassurer une partie, pourquoi pas? En tout cas, ça a été décidé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce fichier en l'état, et puisque vous devez en avoir connaissance en tant que membre du gouvernement, certainement, est-ce que vous pensez que son épuration pourra se faire avant le début de la confection des cartes d'électeurs et des bulletins de vote, puisqu'il y a une information qui circule depuis quelques heures faisant état d'une programmation de l'impression de l'édition des cartes d'électeurs et les bulletins de vote dès le 1er septembre. Je n'ai pas connaissance de cette information, je ne sais pas comment elle va être mise en œuvre, je ne sais pas ce que la CENI a prévu pour ça, est-ce qu'il y a un mécanisme derrière, je n'ai aucune information par rapport à ça, et contrairement à ce que vous dites, je ne connais pas le fichier en tant que tel, je sais qu'il y a un fichier qui a été mis en œuvre, je sais que pour mettre en place ce fichier, l'appel d'offres qui a été fait au niveau international a prévu la première société au monde chargé de faire les fichiers électoraux. Je me dis que les conditions étaient réunies, en tout cas pour qu'on ait un bon fichier, et qu'on n'a aucune raison de douter de la compétence de cette entreprise qui n'est pas guinéenne. Je ne pense pas que l'opposition d'ailleurs soit rouspétée par rapport au choix de cette entreprise-là. Donc, a priori, les conditions sont réunies pour qu'on ait un bon fichier. Je ne suis pas expert électoral, je ne serais pas capable de vous dire à l'intérieur comment ça se passe. On en a pourtant pas le sentiment, monsieur le ministre. Après, disons, les prises d'affichage, on a par exemple constaté à Cancan plusieurs cartes d'électeurs pour le même individu. Ici même à Conakry, il y a des cas signalés. Vous les avez vus, vous? Justement. Vous les avez constatés, vous? On a vu. J'ai vu des débats sur des réseaux sociaux, justement, des deux camps, oui, où on présentait des cartes d'électeurs appartenant soi-disant à la même personne, et ainsi de suite. Bon, déjà, ça veut dire qu'il y a un processus. La personne d'un des vice-maires de Cancan. Voilà, alors,
Je suis très prudent par rapport à ça. On a vu des manipulations sur des réseaux sociaux, des choses beaucoup plus graves que ça. J'ai été le premier à dire, lorsqu'on a monté des lampadaires à terre, que je prenais avec réserve ceux qui étaient sur les réseaux sociaux. De grâce, je n'aimerais pas qu'on se fasse l'écho d'une certaine propagande qui va dans les deux sens, parce que j'ai vu également la mouvance, enfin, des sympathisants de la mouvance montrer des cartes où il y avait En plus, ce qui est paradoxal, c'est que quand on montre ces cartes-là, personne n'est capable de vous dire ça favorise qui. J'aimerais bien qu'on me dise pourquoi on estime qu'une carte qui appartient à monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, quelqu'un d'autre, on est convaincu que celle-là, c'est pour le profit du pouvoir et vice-versa pour l'opposition. Je pense que ce sont des débats qui ne font qu'enfumer la réalité par rapport à la clarté dont on a besoin. Laissons les techniciens faire leur travail. De toute manière, si c'est vrai, les experts mandatés par l'opposition seront à même de le révéler et de l'annuler. Est-ce que c'est... vous dites que chacun des deux camps montre des preuves incriminant l'autre. Est-ce que ça voudrait dire que la situation serait moins grave puisque des deux côtés... Non, non. Si c'est vrai, c'est grave de toute manière. Mais quand je dis les deux camps, ce sont des internautes. Je n'ai pas vu officiellement un site officiel de l'opposition présenter ce genre de choses-là, le présenter comme étant acquis. Donc je pense qu'on n'est pas encore à un stade où ces informations sont prises au sérieux. Maintenant, le jour où ça viendra, si c'est démontré, il faut prendre des mesures correctives. Moi, je n'exclus pas qu'il y ait des tentatives de fraude. Ça, je ne l'exclus pas. Vous avez des gens dans ce pays qui se sentent investis d'une mission, de faire tout ce qu'ils veulent pour aider un camp ou un autre. Ça engage leur responsabilité, mais effectivement, ça peut mettre un doute. Il faut le corriger. Et normalement, si on est dans l'enregistrement biométrique, si on a de l'expertise derrière et que le fichier est corrigé, toutes ces choses-là devraient pouvoir être corrigées. Monsieur le ministre, avec cet empressement qu'on note de votre côté, du côté du gouvernement et du pouvoir en place, d'aller à l'application de cet accord du 20 août, que répondez-vous à ceux qui pensent que si par le passé les accords n'ont pas été respectés, et c'est vous qui en étiez responsable? C'est fallacieux et contrairement à ce qu'on dit, par le passé, les accords ont été respectés. Il y a des toujours reproché au gouvernement, au pouvoir en place, d'avoir fait en sorte que les accords... Mais non, mais les accords ont été respectés. Je crois que quand on fait l'audit de l'ancien accord, il y a peut-être 2 points qui prenaient du temps à être mis en œuvre. C'était notamment les indemnisations et un certain nombre de points. On a parlé du fameux accord du 8 juillet qui n'avait pas été signé. Celui-là, on n'en parle pas parce qu'on ne peut pas, de la même manière qu'on considère... On n'a jamais su pourquoi il n'a pas été signé cet accord. Oui, mais il n'a pas été signé parce qu'on n'était pas d'accord, tout simplement. On signe quelque chose sur lequel on est d'accord. Dernièrement, et moi j'ai facilité l'opposition de dire que le rapport d'État pour lequel nous avons pris des initiatives ne les engageait pas parce qu'ils n'avaient pas signé. C'est cohérent, c'est logique et c'est la même position que nous avions sur le fameux document du 8 juillet. Monsieur le ministre, ce document, cet accord vous engage à plus d'un titre, puisque c'est surtout le ministre de la Justice qui a présidé ce dialogue. Est-ce que si ces points saillants n'étaient pas appliqués à la satisfaction notamment de la partie d'en face, l'opposition, seriez-vous favorable à un report de la date de l'élection présidentielle? Non, je ne vois pas quelle est l'hypothèse qui permettrait de reporter l'élection présidentielle. Si vous voyez qu'on met un empressement à le faire, si vous voyez qu'on s'est engagé, qu'on a fait les concessions qui ont été faites, c'est bien parce que nous voulons tenir cette date. Et il faut que tout le monde s'y engage. Et donc, effectivement, comme vous le dites, dès l'instant où nous avons apposé cette signature sur des mesures que nous estimons nécessaires pour atteindre cette date avec l'ensemble des acteurs politiques, il faut que nous mettions les moyens nécessaires et je n'ose pas envisager qu'on ne puisse pas tenir la date prévue. En cas de quoi dans la mise en œuvre je ne le souhaite pas, mais il faut pouvoir le corriger. Il faut le corriger. C'est pour ça qu'il y a un comité de suivi de cet accord. C'est pour pouvoir donner l'alerte et faire de telle sorte que l'accord soit appliqué. En cas de blocage dans l'application ou en cas d'insatisfaction de l'autre côté. Mais vous émettez des hypothèses d'école. On peut dire en cas de tremblement de terre aussi, je touche du bois. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir et nous ne le souhaitons pas. Et nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de couac, de blocage. Et le comité de suivi est là pour donner l'alerte et faire de telle sorte que cet accord ne souffre pas d'inapplication. Le problème, monsieur le ministre, c'est que l'opposition n'exclut pas du tout, disons, de bouder ces élections et même de les empêcher. Interdire à des citoyens d'exercer leur droit de vote est un délit.
ne peut pas interdire à des citoyens d'exercer leur droit de vote. À part des situations de force majeure prévues par la loi, l'élection présidentielle doit se tenir le 11 octobre. Et nous devons travailler tous ensemble, opposition, pouvoir, société civile, et même les acteurs témoins de cet accord-là, pour que les conditions soient réunies pour qu'on y aille. Je pense que nous avons... Aujourd'hui, ce sont des réglages qui manquent. Aujourd'hui, ce sont des corrections. On n'est plus dans une phase de construction d'un fichier électoral, d'un processus. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des raisons objectives pour qu'on ne puisse pas aller aux élections. Ils sont impliqués dans le processus. Ils l'étaient déjà, ils le sont encore plus maintenant. Monsieur le ministre, le président de la République disait lors de sa conférence de presse qu'il préférait des élections inclusives à une histoire de maire. Est-ce que son souci, on le sait, c'est que tous les acteurs qui comptent puissent vraiment prendre part à cette élection? Est-ce que si ces acteurs, certains de ces acteurs les plus importants venaient à reconsidérer leur engagement à aller à la présidentielle, le même président ne pourrait pas dire écoutez, faisons ce qu'il y a à faire pour que, en tout cas, ces acteurs puissent y aller. Faisons ce qu'il y a à faire, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Ça dépend de ce qu'il y a à faire. On a fait tout ce qui était possible de faire, d'être fait, et tout ce qui concernait les désidératas de l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez deux parties qui sont soit satisfaites, soit pas satisfaites, mais on est au même niveau chacun, parce que la mouvance présidentielle également n'accepte pas un certain nombre de choses, enfin, ne l'encaisse pas, on va dire, pour être terre à terre, et pourtant, elle va l'appliquer parce qu'elle estime que c'est nécessaire. C'est pareil pour l'opposition. À la différence près que, déjà dans l'opposition, vous avez des voix majeures qui estiment que cet accord ne sert à rien et qui ne sont pas d'accord. Et ça, c'est extrêmement grave. Quand vous avez M. Bahouri, M. Ousmane Gawal Diallo, M. Silaba, qui sont des acteurs majeurs, qui sont des élus, à part Bahouri, pour les raisons que l'on sait, qui disent que ce que M. Selou Dalin Diallo et ce que M. Sidiat Touré ont signé ne sert strictement à rien, ça pose déjà un réel problème. Ce sont des interlocuteurs à nous, mouvance présidentielle et au gouvernement, dans le cadre du processus électoral. Ils ont des fonctions de très haut niveau au sein de l'intelligentsia de l'opposition. Ils disent que cet accord ne sert à rien. Déjà, là, il y a un problème par rapport à la réelle volonté de mettre en œuvre ce qui est dans ces accords-là. Ça reflète des intentions de nuire? Je ne sais pas. Ça veut dire tout simplement que pour eux, cet accord ne sert à rien. Mais on vous dira que Bahouri et Ousmane Gawal, ce n'est pas eux qui représentent la voix majeure de l'IFDG. Non, mais je viens de le dire, justement. Le chef de file de l'opposition, le collaborateur direct, ils sont quand même dans des instances de décision. C'est comme si, aujourd'hui, M. Ba Ousmane disait que cet accord ne sert à rien, ou que Sarah Madi Touré disait que ça ne sert à rien, ou que, voilà, Adja Nantou Chérif disait que ça ne sert strictement à rien. Imaginez ce que penserait l'opposition, imaginez ce que penserait la communauté internationale qui est témoin de ces accords par rapport à la réelle volonté de la mouvance présidentielle de l'appliquer. Malgré le fait qu'ils ne sont pas satisfaits des éléments qui sont inclus dans cet accord, ils ont accepté, vous n'avez entendu aucune voix discordante sur des zones où officiellement remettre en cause le contenu de cet accord. Donc déjà, on peut se poser des questions. Parce que là, c'est la voix de Alpha Condé qui compte, on vous dira. Au moins, il a cette force de se faire respecter par ceux qui sont derrière lui et d'emporter leur adhésion. Ça ne semble pas être le cas de M. Selou Dalin Diallo, mais ça, c'est d'abord un problème de l'UFDG et de l'opposition. Toujours est-il que nous avons affiché et nous continuons à afficher une discipline par rapport à cet accord qui fait que nous mettrons tout en œuvre pour l'exécuter. Il faut se poser la question de savoir si ça sera pareil du côté de l'opposition. J'ose croire que le leadership de ceux qui ont signé cet accord sera suffisamment fort pour qu'il soit mis en œuvre de la même manière des deux côtés. Avant d'en venir au bilan du gouvernement, parce qu'on va à une élection, c'est important de savoir avec quel avantage ce gouvernement va à cette élection. Une question sur la neutralité la question de la neutralité de l'administration. Vous avez parlé tantôt de la circulaire du ministre Bourema Condé, dont la tonalité, en tout cas, ne fait aucun doute, mais selon moult observateurs, c'est une chose que d'annoncer, en tout cas, de prendre cette circulaire. Et qu'en est-il, qu'en sera-t-il du respect de cette circulaire sur le terrain, quand on connaît un peu le zèle dont certains administrateurs territoriaux peuvent faire montre, en tout cas, pour influer le cours du processus du vote? C'est un travail quotidien, c'est un travail de vigilance. Ça serait peut-être
pas facile parce qu'effectivement, nous avons une tradition dans notre administration dont nous avons hérité et qui a été cultivée par d'autres, qui fait que est-ce que 5 ans après, on doit invoquer encore cette tradition? Oui, 5 ans sur 58 ans d'indépendance, ça fait quoi en pourcentage? Je crois qu'il faut quand même... nous n'avons pratiquement recruté aucun fonctionnaire. Nous travaillons avec la matière première humaine, les ressources humaines que nous avons trouvées en place. Donc, certains acceptent le changement, d'autres sont plus réticents, d'autres ont peut-être des appréhensions, des peurs qu'ils ont héritées d'une certaine période, mais je crois que nous sommes plus proches d'élus locaux, enfin de représentants du pouvoir locaux qui se battent pour être indépendants que ceux qu'on a connus en termes d'obséquiosité, où on répétait à la lettre des directives du chef de l'État. Quand il disait « je veux 33 communes », on lui en donnait 38 ou je ne sais pas. Donc il y a quand même une différence. Bien. En tout cas, nous y veillons. Et le ministre de l'administration du territoire, je ne crois pas que par le passé, il y ait eu beaucoup de circulaires de cette teneur-là pour rappeler aux représentants locaux leurs obligations de neutralité. Bien. On vérifiera tout cela le jour du scrutin, en tout cas dans les faits. Avant de passer, disons, au bilan du président, moi j'ai quand même une inquiétude, monsieur le ministre. On sait tous, dans les conditions normales, selon notre constitution, que la campagne pour le compte des élections présidentielles doit s'ouvrir 30 jours avant, disons le 11 octobre. Seulement, on assiste aujourd'hui clairement à une campagne quand même. Avant le gouvernement, avant l'heure. Depuis plus de 2 mois, le gouvernement, dans son ensemble, les ministres sont en train de sillonner le pays. Le président de la République lui-même. Aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre le président de la République et le candidat, avec les moyens de l'État. Et vous, en tant que porte-parole du gouvernement, est-ce que vous ne vous trouvez pas là en porte-à-faux avec nos textes? Alors, nous ne sommes pas en campagne. Il y a une distinction à faire. Vous avez énormément de mouvements de soutien qui prennent l'initiative. Il n'y a pas 2 jours, j'ai encore un mouvement de soutien qui est venu me voir avec mon effigie, celle du président. On veut faire une chose. Je dis, pas question. D'ailleurs, même si c'était la campagne, pas question, mais ce n'est pas le moment. Vous avez dû remarquer qu'il y a un spot qui était passé, qui a été arrêté tout de suite sur un certain nombre de télés. Le gouvernement allait dans certaines zones précises pour préserver la paix civile par rapport à une situation peut-être qu'on va évoquer. Il y a certains ministres qui sont allés dans leur région d'origine pour demander aux gens de préserver la paix. Bon, c'est vrai qu'au détour d'une phrase, ça ne fait pas de mal de dire nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus beaux, et puis dans 1 mois, rappelez-vous de ça. C'est vrai aussi que ça avait des élans de campagne. On peut le dire comme ça, mais je crois qu'on est en campagne de toute manière depuis le début du mandat. Chaque fois que nous sommes allés, moi je ne me suis jamais gêné pour, lorsque je fais mon travail, dire en même temps, essayer de ne pas oublier qu'on a fait tout ça. Je pense que c'est assez difficile de ne pas pouvoir dire à des gens, reconnaissez en moi celui qui vous apporte quelque chose. Maintenant, si c'est considéré comme une campagne officielle, ça c'est un autre débat dans lequel je ne rentre pas, mais je ne pense pas qu'on soit encore en campagne. Lorsque le 11... les moyens de l'État qui sont utilisés. Non, il y a aussi l'ARC, cette interpellation de l'ARC qui est tombée. Voilà, et donc il y a certaines choses qu'on ne fait pas. On n'a même pas de slogan de campagne. Comment voulez-vous? On n'a même pas arrêté le slogan officiel, le logotype, la charte graphique. Donc on n'est pas en campagne. Un coup KO, ça claque déjà au vent. Il y a certains qui le disent, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas un slogan officiel, ce n'est pas encore ce qui est en place. Le président de la République, je suis désolé, il a commencé depuis très longtemps la tournée des préfectures, il la continue et il la continuera jusqu'au 11 octobre. À partir du 11 octobre, dans l'utilisation des moyens de l'État, il y aura un changement. Mais là, il est président de la République, on ne peut pas l'empêcher d'aller recueillir les desiderata, les préoccupations des populations à la base. Il l'a toujours fait, il le continue. Et ce n'est pas parce qu'on approche de l'élection présidentielle qu'il va s'interdire et brimer certains Guinéens de la possibilité de le voir, de lui exprimer leurs préoccupations. Mais c'est vrai qu'il l'avait fait moins auparavant. Non, c'est un programme qu'il a fait depuis un certain temps. Il y a certaines sous-préfectures qui ne l'ont pas vu, alors que des sous-préfectures l'ont vu. Pourquoi voulez-vous qu'il s'empêche d'aller voir ces sous-préfectures? Justement, il y en a qui pensent que Alpha Condé, fraîchement élu président de la République, c'est de la tournée qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il se devait de la faire après son élection pour remercier ses électeurs, plutôt que maintenant, parce qu'il y a une échéance présidentielle qui approche. De toute manière, tout ce qu'on fera à partir de maintenant sera considéré comme proche ou opportuniste par rapport à l'élection. On ne pourra pas éviter ça. Mais en même temps, pendant qu'on cherche un suffrage, on est resté à nos 36% des résultats du bac, alors que tout le monde pensait qu'on allait donner 60% pour satisfaire les élèves. On a continué les expulsions, monsieur le ministre de l'Urbanisme continue les expulsions, alors que tout le monde disait on ne fait pas ça à la veille d'une élection. Nous travaillons comme nous devons travailler. Certains, quel que soit ce qu'on fera, considéreront que nous sommes en pré-campagne. Ce n'est pas le cas, mais on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils ont envie de dire et
taper sur le pouvoir quand ils pensent que ça peut être un élément déstabilisateur. Monsieur le ministre, qu'est-ce que ça vous fait sur les épaules que d'être porte-parole d'un gouvernement qui vise à faire empiler? Ce n'est pas le gouvernement qui peut faire empiler le... Nous travaillons pour le compte du président de la République, mais surtout des Guinéens, par rapport à une mission que le président veut remplir pour sa population. Ceux qui veulent faire réélire le président, ce sont d'abord les militants de son parti. Et de manière générale, la population qui estime qu'il a répondu à ses attentes. À quel point ça vous pèse, monsieur le ministre? Pas plus que l'émission que je fais d'information, mais je ne suis pas porte-parole de campagne, je ne suis pas porte-parole du président. La présidence, c'est un porte-parole. Vous l'accepteriez? De faire quoi? Directeur de campagne? Porte-parole La question ne se pose pas. C'est très différent. Être porte-parole du gouvernement et être un porte-parole de campagne, c'est très différent. Ça, ce ne sont pas les mêmes. Mais quand on a bien porté la parole du gouvernement... Porter la parole du gouvernement est différent de porter la parole du candidat. On est susceptible de porter celle... Oui, pourquoi pas, comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Vous êtes candidat à ce rôle? Non, mais je l'accepterai volontiers, mais je ne pense pas. Je pense que chacun a son rôle et qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. Parce que le travail va continuer après le 11, après le début de la campagne. Absolument. Le travail va continuer. Peut-être que le beau rôle, c'est... la lendemain d'une éventuelle réélection d'Alpha Condé, pourquoi pas pour un poste plus important? On n'y est pas, on a besoin de se concentrer sur ce qu'on fait maintenant.